Bonjour, aujourd'hui nous allons voir comment utiliser l'API OpenWeatherMap. Donc l'idée c'est de faire un petit formulaire et lorsqu'on va saisir le nom du ville dans notre formulaire et qu'on va soumettre ce formulaire sans recharger notre page, on va afficher la météo de la ville qu'on a saisie. Donc pour ça on va utiliser l'API OpenWeatherMap, JavaScript avec la librairie jQuery et on va utiliser Bootstrap pour le design. Comme ça on n'aura pas à se concentrer sur le CSS. Donc pour pouvoir réaliser cet élément là, on va créer un nouveau projet dans lequel on va créer un nouveau fichier qu'on va appeler index.html et on va commencer à faire la structure de notre code HTML. Pour ça, je vais créer le doctype, je vais mettre un title que je vais appeler météo et on va devoir créer deux éléments HTML. Donc le premier, ça va être le formulaire pour pouvoir saisir notre nom de ville. Le second, ça va être la zone qui va permettre d'afficher le résultat. Donc pour commencer, on va créer ce formulaire. Donc pour créer ce formulaire, on va utiliser Bootstrap. Donc on va regarder comment importer Bootstrap. Donc je vais dans le getArtstyle de la documentation de Bootstrap et je vais récupérer le fichier CSS qui contient le style de Bootstrap. Je l'intègre entre mes valises aide et je vais récupérer également les fichiers JavaScript dont a besoin Bootstrap pour travailler, que je vais intégrer dans le bas de page. Alors Bootstrap il a besoin d'une version slim de jQuery pour fonctionner, on aura besoin d'une version un peu plus complète. Du coup on va retirer simplement dans l'URL du CDN de jQuery slim et on va retirer le petit code integrity derrière de façon à ce que ça puisse fonctionner. On va aller dans notre navigateur, on va regarder un petit peu ce que ça nous donne. Donc si je recharge ma page, je vois que je n'ai pas d'erreur, mon Bootstrap a bien été chargé. Donc on va aller regarder dans la documentation de Bootstrap comment faire pour récupérer un design de formulaire. Donc je tape dans le moteur de recherche de Bootstrap form et je vais descendre jusqu'à trouver le formulaire qui est en inline. Hop, il est ici. Donc je récupère le petit code qui m'est fourni. Je vais l'intégrer dans mon body. Je vais juste réinventer un petit peu les choses. Hop. Et donc on va aller voir dans notre navigateur déjà à quoi ça ressemble avant de commencer à faire quoi que ce soit. Donc si je recharge la page, je vois que du coup j'ai quelque chose qui est assez sympa. Donc on va aller nettoyer un petit peu le code avec les éléments dont on n'a pas besoin. Donc on n'a pas besoin de saisir une adresse email. Et on n'a pas besoin de saisir un mot de passe, nous c'est une ville qu'on veut saisir. Donc ici je vais changer le for, je vais appeler ça city. Je pense bien à mettre l'ID du champ de saisie, donc le input identique au for. Et ici je vais mettre en label du coup renseigner une ville. Je vais mettre le même texte pour le placeholder. Et ici je veux pas un type de input password, je veux un type texte. Pareil pour le bouton de soumission du formulaire, je vais mettre rechercher. Bootstrap par défaut veut nous mettre des marges, donc on va retirer les marges qu'il nous met par défaut et on va nous faire notre propre design après. On retire les classes qui servent à Bootstrap à faire des marges. Du coup, on retourne ici sur notre navigateur. Du coup, on voit notre petit formulaire. Donc, ce formulaire, on voudrait le centrer. Donc, pour le centrer, on va utiliser une des classes de Bootstrap qui est la classe container. Je vais le mettre sur une div qui va encapsuler l'ensemble de mon formulaire. Du coup, là, je vois que j'ai bien centré mon élément. Je ne veux pas qu'il soit collé tout en haut cet élément-là. Donc, je vais rajouter une classe mt pour margin top-4 de façon à ce qu'il ne soit pas collé en haut. Voilà. Ensuite, j'aimerais bien pouvoir mettre une marge entre mon formulaire et la petite zone qui va afficher la météo. Donc du coup, je vais mettre dès maintenant une classe sur le formulaire, mb pour margin bottom-5, donc c'est une classe qui est propre à Bootstrap. Donc là, sur un tour navigateur, on ne va pas avoir de différence, visuellement en tout cas. Par contre, si j'inspecte l'élément que je mets sur mon formulaire, je vois bien qu'il y a une marge qui est en dessous. On va continuer à personnaliser ce formulaire. Ce que je voudrais, moi je voudrais pas avoir le style form inline par défaut, je voudrais pouvoir définir la taille de mes colonnes. Je vais retirer la classe form inline sur mon formulaire et je vais la rajouter à l'intérieur de mon formulaire une classe row et je vais pouvoir utiliser comme ça le système de grille de Bootstrap. Donc Bootstrap a besoin de fonctionner avec des grilles de 12 colonnes, donc je vais rajouter une div qui va encapsuler du coup l'ensemble de mon élément input qui me permet de saisir la ville en mettant que je veux 4 colonnes. Enfin, je veux qu'ils prennent 4 colonnes.
Et je vais faire la même chose pour le bouton de soumission. Je colis, je veux des colonnes de taille 8. Enfin, je veux 8 colonnes. Donc j'encapsule tout ça. Et sur Recharge, du coup, j'ai le formulaire qui est un peu plus joli par rapport à ce que je voulais tout à l'heure. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir commencer à s'intéresser un petit peu au côté JavaScript et au comportement de notre formulaire. Donc le premier comportement de notre formulaire qu'on voudrait stopper, c'est lorsqu'on clique sur le bouton rechercher, on ne veut pas que notre page se recharge. Donc je vais aller créer un nouveau fichier JavaScript dans lequel je vais écrire ce comportement pour bloquer le rechargement de la page au clic sur le bouton. Donc je vais créer un nouveau dossier que je vais appeler assets, dans lequel je vais créer un nouveau dossier, je vais appeler JS, et dans lequel je vais créer un fichier que je vais appeler main.js. Donc c'est dans ce fichier là que je vais mettre l'ensemble de notre code JavaScript. Donc là on a dit qu'on a utilisé jQuery, donc on va utiliser le jQuery ready pour attendre que jQuery soit bien chargé, et donc du coup pour utiliser les fonctions qu'il nous propose. Et pour ça j'utilise cette écriture là. Je vais mettre un console.log à l'intérieur juste pour voir que tout se passe bien lorsque je vais recharger ma page. Avant de tester, voir si tout se passe bien au niveau de ma page, je vais avoir besoin de lier ce fichier JavaScript avec mon index.html. Donc pour ça, je vais rajouter une balise script avec en src le chemin vers mon fichier JavaScript. Donc ici c'est asset/js/main.js. Je retourne sur mon navigateur, je recharge ma page et on va regarder dans la console si on a bien le toto qui s'affiche. Donc c'est le cas, donc a priori JavaScript est bien chargé, j'attends bien que jQuery soit complètement chargé et j'affiche du coup mon console.log toto. Donc le console.log, je n'en ai plus besoin, ça m'a juste permis de vérifier que tout fonctionnait bien. Et donc maintenant on va s'occuper du coup de bloquer le rechargement de la page au clic de notre formulaire. Donc pour ça je vais dire sur quel élément je vais travailler. Donc je vais devoir sélectionner un élément comme je sélectionnerai en CSS. Donc pour ça je vais dire que je vais sélectionner l'élément qui a l'ID weather, qu'on ira rajouter donc sur notre élément formulaire. Et je vais aller chercher dans cet élément weather un élément button. Je vais donc ensuite utiliser le point clic et je vais lui dire que lorsque je clique dessus, je vais faire certaines choses. Et la première chose que je vais faire, c'est couper le comportement de l'événement. Donc pour couper le comportement de l'événement, je passe en paramètre l'événement et je vais utiliser la fonction prevent default pour couper le rechargement de la page. Donc je retourne dans mon formulaire, enfin dans mon index.html pour ajouter sur mon formulaire l'ID weather qu'on viendra définir dans le fichier JavaScript et je recharge ma page. Lorsque je clique sur le bouton rechercher, maintenant on voit que la page ne se recharge plus. Donc c'est ce qu'on veut comme comportement. Donc là on a préparé notre formulaire. Maintenant ce qu'on voudrait faire c'est intégrer l'API OpenWeatherMap pour récupérer les données de météo. Donc pour ça on va aller sur la documentation d'OpenWeatherMap. Donc il faut que vous créez un compte. Une fois que vous avez créé un compte, vous allez récupérer ou créer des nouvelles clés API qui vont permettre de vous identifier sur l'API OpenWeatherMap. Donc ici moi je vais récupérer une des clés que j'ai créées et je vais l'enregistrer dans une variable. Ce qui permettra, si par la suite je change de clé, de pouvoir le faire plus facilement. Donc je vais appeler cette variable API key et je vais donner comme valeur donc la clé que je viens de copier-coller. On va aller maintenant dans la documentation de OpenWeatherMap. Pour ça on va sur l'onglet API sur leur site. Et nous on va utiliser la partie Current Weather Data. Donc ici je clique sur le petit lien API Doc. Donc là j'ai des exemples d'utilisation, notamment une recherche par ville. Donc c'est exactement ce qu'on veut. Donc si je descends, ici ça m'indique qu'il faut que j'utilise comme API, enfin comme lien d'API, api.openweathermap.org/data/2.5, qui est donc le numéro de la version, /weather. Et ensuite je vais passer des paramètres, notamment un premier paramètre donc, qui s'appellera Q et qui aura comme valeur la ville que je veux rechercher. Donc je vais copier cette manière d'écrire et je vais aller enregistrer tout ça dans une variable. Donc je vais créer une deuxième variable que je vais appeler base URL et je vais copier-coller donc ce que je viens de récupérer. Donc nous on veut quand même se préciser que c'est du HTTP sur notre URL.
Donc on va leur remplacer le Q égale CityName par une ville. Donc on va mettre juste Paris, histoire de tester pour l'instant sans notre formulaire. On a également saisi, donc tout à l'heure, une API key, et on a besoin de cette API key pour pouvoir communiquer avec l'API. Donc pour ça, on doit rajouter un autre paramètre qui va s'appeler appid, bien écrit en majuscule, égal, on va lui mettre la valeur de notre API key. Donc cette API key, on l'avait enregistrée dans une variable, donc on va concaténer cette variable. Donc, API key. Et comme on a plusieurs paramètres à la suite, donc ici on avait une point d'interrogation pour dire qu'on va commencer à travailler des paramètres. Donc j'ai un premier paramètre qui s'appelle appid, et ensuite j'ai un second paramètre qui s'appelle q. Pour pouvoir les séparer les deux, n'oublie pas de mettre le petit e. Donc là on va faire un petit console.log de base URL pour voir ce que nous donne notre concaténation. Je retourne sur mon navigateur et je recharge ma page. Je vois ici dans la console, j'ai bien donc mon console.log qui s'affiche. Si je clique dessus, donc je vois que du coup je passe par l'URL du navigateur, je retrouve ce que j'ai saisi, et ça m'envoie donc un résultat sous format JSON. Et on voit ici du coup on reprend bien donc les informations de météo de la ville de Paris. Si je vais changer dans mon URL Paris, par Toulouse par exemple, si je saisis, ici j'ai bien la météo de Toulouse. Donc vous l'avez deviné, donc c'est cet élément là qu'il va falloir modifier en fonction de ce qui a été saisi dans notre formulaire. Donc pour pouvoir appeler cette API sur notre page sans la recharger, on va utiliser Ajax, donc de la librairie jQuery. Donc la méthode Ajax de la librairie jQuery qui nous permettra d'exécuter donc cette requête sans recharger notre page. Donc je retourne dans mon code, et donc cette requête Ajax, je vais l'exécuter uniquement lorsque j'ai cliqué sur mon élément de formulaire. Donc du coup je me mets bien à l'intérieur de mon point clic, et je vais aller utiliser donc la méthode Ajax de jQuery. Donc, cette méthode Ajax va prendre des paramètres, donc je vais passer une variable params que je vais créer juste au-dessus. Params, cette variable elle prend des objets, donc pour l'instant je la mets vide, on ira la compléter juste après. Je vais dire Ajax, si tout se passe bien, tu m'exécutes une fonction et tu prendras comme paramètre le résultat de la requête. Et si jamais on a un problème lors du traitement de la requête, je veux que tu fasses un traitement particulier, donc pareil dans une fonction. Et ce traitement particulier, je veux que tu simplement pour l'instant tu m'affiches un console.log, enfin console.error, comme ça on aura un message d'erreur en rouge qui dit simplement erreur. On verra comment tout à l'heure pour personnaliser un petit peu ce message. Donc là on a préparé la structure de notre requête Ajax. Ici je vais mettre juste, si tout se passe bien, console.log pour dire success, et hop, histoire de pouvoir tester tout à l'heure. Donc on va travailler avec différents paramètres qu'on va envoyer à notre requête Ajax. Donc là j'ai créé une variable params qui est un objet. Donc je vais lui passer les différents éléments dont je vais avoir besoin. Donc j'ai besoin de lui passer l'URL sur laquelle je veux aller, la méthode que je vais utiliser, donc ici ce sera get. Et je peux également lui spécifier par exemple le mode de retour que je vais vouloir avoir, JSON, HTML, etc. Donc là c'est du JSON, on n'a pas forcément l'obligation de préciser, il va le trouver tout seul. Donc ici dans l'URL, ce que je vais utiliser c'est base URL, ce qu'on avait enregistré dans notre variable. D'ailleurs je peux retirer mon console.log qui ne me sert plus à grand chose. J'oublie pas la virgule qui va séparer mes différents éléments. Et on va aller voir ce que ça nous donne comme résultat. Donc si je clique sur rechercher, ça me met bien success. Donc ma requête s'est bien exécutée. Maintenant ce qui sera intéressant c'est de voir qu'est-ce que cette requête nous retourne. Donc ici au lieu de faire un console.log de success, je vais faire un console.log de response pour voir qu'est-ce qu'on a comme résultat. Donc je recharge la page, j'appuie sur rechercher, et donc là je vois que j'ai bien un objet JavaScript qui ressort avec différentes informations et qui sont rattachées donc à la ville de Paris, puisqu'on a passé pour l'instant en dur ici, Paris. Donc l'idée ça serait de récupérer maintenant les informations de notre formulaire pour pouvoir les rajouter ici. Donc ici je vais aller enregistrer dans notre variable. Donc on va appeler ça city value, la valeur qui a été saisie dans notre formulaire par notre utilisateur. Donc pour ça on va retourner dans notre index.html et on va regarder un petit peu comment il est construit. Donc on voit qu'ici on avait mis un ID city sur notre input de type texte. Donc on va dire qu'on va récupérer l'ID city et qu'on va récupérer sa value. J'enregistre ça dans une variable pour le manipuler plus facilement.
Donc ici je suis un peu embêté comme j'ai écrit mon code, puisque je récupère la valeur qu'une fois que j'ai cliqué sur mon bouton de soumission de mon formulaire, alors que c'est avant que j'avais défini Paris. Donc ce qu'on va faire, c'est que ici, base URL, on va lui dire que on veut le concaténer avec une chaîne de caractères qui sera Q égale, et à la suite on va lui rajouter la variable cityValue. Du coup on va pouvoir retirer ici le fait de spécifier par défaut Paris. On n'oublie pas de mettre le petit et devant pour pouvoir dire qu'on passe plusieurs paramètres les uns à la suite des autres. Et donc on va voir ce que ça nous donne maintenant. Je recharge la page. Ici je vais taper, donc on va changer, on va mettre Bayonne. Je recharge. Et si je regarde dans ma console, je vois bien que du coup j'ai le résultat pour la ville de Bayonne. Ici je tape Toulouse. Si je valide, j'ai bien le résultat. Hop, pardon, j'ai pas envoyé. Hop, voilà. Je regarde cet élément-là. Hop, j'ai bien le résultat pour la ville de Toulouse. Donc on va également, hop, ici taper n'importe quoi et on va envoyer, on va voir ce qui se passe. Hop, ici je vois bien que du coup j'ai mon petit console error qui ressort, qui me dit qu'il y a une erreur. Donc on va pouvoir traiter ce cas-là par la suite. Donc là c'est bien gentil, on récupère les différentes informations saisies dans mon formulaire. Et on voudrait formater tout ça de façon à pouvoir afficher des données plus compréhensibles pour les utilisateurs qu'un simple fichier JSON. Donc on va retourner dans notre index.html et on va préparer la zone qui va recevoir les informations. Donc pour ça, je retourne sur la documentation de Bootstrap et je vais chercher l'élément card. Histoire d'avoir un petit affichage qui ressemble un petit peu à ça. Je reprends la structure HTML qui m'est proposée dans la documentation. Comme tout à l'heure, je vais la réindenter. Donc on voit que eux, ils nous proposent de mettre un lien en dessous, on n'en aura pas besoin. Donc on va pouvoir le supprimer. Ici, ils nous proposent du coup une zone pour mettre du texte. Donc c'est ici qu'on va mettre la description de la météo qui fait dans la ville qu'on vient de saisir, ainsi que la température max et la température minimale. Et ici dans carte title, on va afficher donc le nom de notre ville. Donc je retire les valeurs par défaut. À l'intérieur de carte de texte, je vais rajouter des éléments pour pouvoir afficher donc la température maximale, la température minimale. Donc je vais créer un P. Pardon, d'abord la description. Un P qui aura la classe description-weather. Donc là, comme je vais mettre un P dans un P, bah, c'est pas très valide, donc je vais plutôt remplacer le P qui est proposé par Bootstrap par une div. Ensuite, on va vouloir afficher donc, les éléments pour la météo, pour la température, pardon. Donc je vais créer un P dans lequel je vais mettre un strong qui sera donc température, suivi d'un span qui va comprendre donc la valeur de la température. Donc ici, je vais appeler ça temp-weather. Je vais faire la même chose pour la température maximale et la température minimale. Je pense bien changer les classes ici pour pouvoir bien les différencier quand je vais vouloir insérer les données. Donc ici c'est -max et -min. Pour que ce soit un peu plus sympa, je vais mettre un petit souligne après l'affichage de ma température, histoire d'avoir un truc qui est un peu plus joli. Donc ici, concernant l'image, je vais supprimer le alt. Et dans le SRC, je ne vais rien mettre pour l'instant. On va aller voir ce que ça donne dans notre navigateur. Si je recharge, j'ai bien donc, du coup ma petite carte qui est présente. Donc si on regarde, on a nos éléments qui sont bien définis ici dans le HTML. Il va simplement falloir maintenant leur mettre les bonnes informations dedans. Donc pour ça, je vais retourner dans le fichier main.js et je vais aller récupérer ces données. Donc on va commencer par le title. Et donc le title, on va l'afficher donc dans point. On va récupérer la classe, je crois que c'est card-title, tout à fait. Hop, donc dans card.title, et je vais afficher donc à l'intérieur de cette balise, enfin la balise qui est la classe card-title, du texte. Donc là on va mettre simplement Toto, on va voir si ça fonctionne. Je recharge ma page, j'appuie sur rechercher, donc je saisis une ville qui existe, par contre sinon il ne va pas vouloir fonctionner. J'appuie sur rechercher, ça m'affiche bien Toto. Donc nous, ce qu'on va afficher, c'est pas Toto. Donc pour savoir quoi afficher, on va retourner dans l'élément qui nous est renvoyé par l'API OpenResourceMap et on regarde où est-ce que je peux récupérer le nom de la ville. Donc je peux le récupérer ici dans Name. Donc du coup, pour accéder à Name, je vais faire response qui contient donc le résultat de ma requête .name pour me déplacer jusqu'à l'endroit où j'ai le nom de ma ville. Si je recharge ma page et qu'ici je retape Bayonne,
Si je valide, j'ai bien Bayonne qui va être saisi ici. Si maintenant je tape Paris, j'ai bien Paris qui va être saisi à l'endroit de mon titre. Donc sur le même principe, on va faire la même chose pour les températures. Donc les températures, je vais les rajouter, donc on va récupérer les classes qu'on avait saisies. Donc c'était temp-weather. Et donc ici, hop, je veux dire que je vais récupérer, donc pas response.name, mais on va aller regarder ce qui nous est proposé. Donc ici main, et dans main, j'ai bien la température. Donc response.main.temp. Je vais faire la même chose du coup pour la température maximale et minimale que j'ai mis dans des classes spécifiques pour pouvoir les traiter indépendamment. Donc ici c'est pas temp tout court que je vais récupérer, c'est temp underscore max et underscore min. Donc ici je vais spécifier bien l'élément sur lequel je veux travailler. On tourne sur mon navigateur, on recharge, on ressaisit en une ville. Et si j'envoie, je vois bien que donc la température est renvoyée. Par contre, le format de température ne me plaît pas trop, j'aimerais bien avoir des degrés Celsius. Donc on va regarder dans l'API OpenWeatherMap comment on peut faire pour spécifier l'unité qu'on veut utiliser. Donc si je descends un peu dans la documentation, hop, je vais avoir quelque chose, voilà, unit format, qui me dit que si je vais récupérer des éléments avec le format métrique, je dois passer un nouveau paramètre, ça s'appelle unit égal, et du coup, qui a comme valeur métrique. Donc dans ma base URL, je vais rajouter cet élément-là. Donc je vais continuer de concaténer ma chaîne en lui rajoutant le paramètre unit avec la valeur métrique, et je ne dis pas le petit devant pour dire qu'il y a plusieurs paramètres. Donc on va recharger notre page et on va regarder si maintenant on a bien des valeurs qui sont un peu plus compréhensibles. Je renvoie, donc là du coup j'ai bien des températures qui sont plus compréhensibles entre guillemets, parce qu'on n'a pas trop l'habitude d'afficher des degrés avec des décimales. Donc du coup on va voir comment faire pour arrondir tout ça. Donc, pour arrondir tout ça, je vais créer trois variables, donc une pour la température, une pour la température maximale, et une pour la température minimale. Et je vais dire que pour ces trois valeurs, je veux arrondir ce qui m'est retourné par l'API. Donc pour ça, on va utiliser la fonction JavaScript mat.round qui prend comme paramètre la valeur que je vais arrondir. Donc ici, la valeur qu'on va récupérer, c'est response.main.temp, c'est ce qu'on avait mis ici en dessous. Et donc pour la température maximale, c'est temp underscore max, et pour la température minimale, c'est temp underscore min. Donc on va voir ce que se donnent ces valeurs. Donc pour pouvoir voir ce que donnent ces valeurs, on va aller les afficher du coup au bon endroit, et donc au lieu d'afficher directement response.main.temp, on va enregistrer ce qu'on a arrondi dans la variable temp. Donc ici je vais afficher uniquement temp, ici je vais afficher temp max, et ici je vais afficher temp min. Allons voir ce que ça donne sur le navigateur. Donc ici je vais taper Paris. Et si je recharge, du coup j'ai bien les valeurs qui ont été arrondies. Donc on met Bayonne tout à l'heure, on avait des valeurs à virgule. Là je vois que ça a bien été arrondi. Donc j'aimerais bien peut-être rajouter derrière un petit symbole degré, ce serait peut-être un peu plus sympa. Donc pour ça je vais concaténer à mes chaînes le symbole degré. Donc ici, hop, on va mettre ça en déclaration de variable. Donc là vous voyez on se répète un petit peu, donc on aurait peut-être fait une petite fonction pour traiter nos températures plutôt que de se répéter. On va laisser comme ça parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mais ça aurait été peut-être plus judicieux. Donc ici je retape Bayonne. Et donc là je vois bien que j'ai mon petit symbole degré qui est affiché. Donc il nous reste maintenant à afficher la description. Donc je regarde toujours dans mon objet qui m'a renvoyé où est-ce que je peux trouver la description. Donc là je vais dérouler un petit peu. Hop, et donc là je peux y accéder via l'entrée Weather. Ensuite en allant sur la clé 0 et en récupérant description. Donc on va traiter notre description. Ici donc je veux l'afficher dans description weather, donc c'est la classe qu'on avait définie tout à l'heure dans notre HTML, et donc je vais lui mettre, nous avons dit donc response.weather crochet 0.description. On va aller voir si on n'a pas fait faute de frappe quelque part, donc pareil, Bayonne, et si je renvoie, donc j'ai bien
ma description qui s'affiche. Par contre, cette description est en anglais. Donc on va retourner dans la documentation de OpenWeatherMap pour voir comment on peut gérer donc, la traduction. Donc si je descends un petit peu ici, donc j'ai le multilingual support. Donc ça me dit qu'il faut que je passe un paramètre langue et qui aura comme valeur pour le français FR. Donc on va aller modifier ça comme on a fait tout à l'heure pour l'unité métrique. Je vais rajouter ce paramètre, donc langue, avec comme valeur FR. Vous voyez vraiment l'intérêt de sortir donc, la base URL en variable pour la manipuler beaucoup plus simplement quand on fait évoluer notre application. Donc ici, si je retourne et que je tape Paris, ici donc j'ai bien de la valeur qui est ressortie en français. Je vais tester avec nos villes qu'on n'a pas encore essayé, La Rochelle par exemple. Donc ça me ressort bien la valeur. Donc là c'est plutôt pas mal, il nous manque encore à faire donc le petit icône de météo. Donc du coup ici je vais retourner dans la documentation et je vais regarder ce qui correspond aux icônes. Donc recherche par icône. Hop, ici. Donc là ici ça me dit que donc, les icônes elles sont identifiées par des codes. Donc si je vais sur la partie qui nous explique un peu comment fonctionnent ces icônes, on voit qu'on en a plusieurs. On en a pour la version nuit, pour la version jour, et qu'à chaque fois ça correspond à une description. Et ça me dit donc pour l'utiliser, donc il faut utiliser donc cette URL là et remplacer le 10D par l'ID du picto correspondant. Donc nous on va aller regarder comment faire pour récupérer cet identifiant. Donc je redéroule mon objet qui m'a envoyé par l'API. Donc je vois que je ne l'ai pas dans main, par contre si je vais dans weather, dans la clé 0, j'ai bien icône et j'ai bien sa valeur. Donc on va aller travailler avec cet élément là. Donc on va dire qu'on va traiter donc, les images. On va créer une variable image. Dans cette variable, on va aller dire qu'on veut dans response, on va aller chercher weather, la clé 0, et on va aller chercher l'icône. Et ce qu'on veut faire du coup, c'est afficher cette image dans notre HTML. Donc, pour afficher cette image dans notre HTML, on va rajouter une classe ici, image-weather. De toute façon, on va garder la même structure que ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Et donc c'est cet élément là qu'on va les cibler. Jusqu'à maintenant, on va utiliser le point texte pour remplacer ce qui était à l'intérieur d'une balise HTML. Là, on veut modifier la valeur d'un attribut, en l'occurrence l'attribut SRC. Donc du coup, on va dire qu'on va travailler toujours sur cet élément-là, donc image-weather. On veut manipuler l'attribut, donc on va utiliser attr, qui est propre à jQuery, qui prend deux paramètres. Donc le premier paramètre, c'est le nom de l'attribut que je veux manipuler, et le second, c'est la valeur que je veux lui associer. Donc ce que je veux lui associer, c'est image. Mais image, ça me correspond uniquement à mon petit picto, à mon petit code rattaché à mon icône. Moi, ce que je vois, c'est l'image en question. Donc, on va retourner dans la documentation et on voit qu'il faut donc cette URL là pour afficher une image. Donc, ici, dans une chaîne de caractères, je vais afficher cette image. Sauf que moi, ici, je veux pas toujours la même image, je veux l'image qui est propre à la requête que je viens de faire. Donc, ici, je vais remplacer le code par ce qu'on a enregistré dans notre variable image. Donc, je concatène dans mon URL le code de mon icône. J'enregistre mon fichier, je retourne sur mon navigateur et on va voir ce que ça nous donne. Ici, si je tape Montpellier pour changer un peu au niveau des villes, je vois ici du coup que ça me renvoie bien du coup mon picto. Donc mon picto n'est pas forcément terrible, donc on retourne encore une fois dans la documentation et ça nous indique quelque part que j'avais vu que ça nous mettait les images en 50 par 50. Je sais plus où j'avais vu ça. J'avais vu ça quelque part. Toutes les images étaient en 50 par 50. Là, je ne retrouve pas, mais faites-moi confiance. Donc, on va aller spécifier ici donc, la taille de l'image qu'on va recevoir. On va dire qu'on a une hauteur de 50 pixels et un width de 50 pixels. On va voir si ça me permet d'avoir une image qui est de meilleure qualité. Donc là je vois que mon image est bien 50 en hauteur et 50 par contre pas en largeur. On va regarder pourquoi, parce qu'ici on a Bootstrap qui nous embête avec sa classe card-image-top qui force la taille de l'image en width en 100%. Donc là si je retire le width 100%, on voit que du coup mon image n'est pas déformée et elle est plutôt bien. Donc du coup on va retirer cette classe ici, card-image-top. Par contre on voit que le picto soit centré, donc pour ça je vais rajouter une div autour de mon image. Qui aura la classe, donc par exemple on va reprendre une classe de Bootstrap qui est text-center, si je ne me trompe pas. Hop.
Donc du coup, pareil, on ressaisit nos villes. Et donc là, j'ai bien mon image qui est bien centrée. Ce qui pourrait être intéressant, c'est de également manipuler le alt, de façon à ce qu'il ne soit pas vide. Donc là, on pourra peut-être mettre dans le alt le nom de la ville à ce moment-là. Donc sur la même logique, on va dire qu'on veut travailler sur $image -weather. L'attribut qu'on manipule, c'est pas src, mais c'est alt. Et on veut lui mettre comme valeur response.name, c'est le nom de notre ville. Donc là, je vais taper donc La Rochelle. Et si je regarde ce que ça donne, hop. Donc ici, j'ai mis mon picto qui est de 50 par 50, donc c'est bon, je ne me suis pas planté. Et donc l'élément est bien centré. Et si je regarde le alt, on a bien La Rochelle qui est repris. Donc là, on commence à avoir quelque chose qui est plutôt pas mal. Il nous reste quand même 2 cas à traiter. À savoir que si je recharge ma page, par défaut, j'ai ce bloc-là qui est vide. J'aimerais bien qu'il soit carrément masqué et qu'il soit affiché uniquement quand j'aurai des informations à renseigner dedans. Et j'ai pas traité le cas, donc on est laissé en attente tout à l'heure si j'ai une ville qui ne correspond à rien. Donc on va d'abord traiter le cas, on va masquer cet élément-là, on va le faire apparaître que si on a une ville qui correspond à ce qu'on a saisi. Donc on va aller rajouter une classe sur la carte qui va s'appeler d-none. Donc c'est une classe propre à Bootstrap qui permet de mettre en display none un élément. Donc je recharge ma page, donc je vois bien que mon élément est masqué. Si je tape mon nom de ville, je n'ai rien qui s'affiche, on va aller voir pourquoi. Parce que Bootstrap donc, nous a rajouté une classe pour masquer l'élément, donc on n'a pas retiré cette classe. Donc là on voit on a display none important. Donc si je le décolle, je vois bien que j'ai des informations qui arrivent. Donc là on va retirer cette classe dynamiquement. Donc on va la retirer uniquement si on a un succès. Donc là je vais mettre ici show card. Et donc on va dire que l'élément qui est la classe card, l'élément de la card, je veux lui remove classe, donc supprimer la classe qui s'appelle d-none. Donc là on a toujours notre élément qui est masqué de base. Si je tape Toulon par exemple, j'ai bien l'élément qui s'affiche avec la météo à Toulon. Donc là c'est déjà un peu plus sympa. Si je tape Paris, regarde ça fonctionne toujours, sachant bien la météo. Je vais maintenant du coup traiter ce cas d'erreur. Donc le cas d'erreur ici, moi ce que je voudrais faire c'est afficher en dessous du formulaire de recherche un petit message qui dit merci de renseigner une ville valide. Donc pour ça je vais aller me mettre dans mon HTML, je vais créer une div ou un span, c'est un peu comme vous voulez, en dessous de mon input de saisie et je vais afficher dedans un message qui dit merci de renseigner une ville valide. Donc si vous allez voir dans la documentation de Bootstrap, pour un petit design un peu sympa, on va utiliser la classe valide-feedback. Donc si je recharge, donc là notre élément est masqué, donc c'est ce que fait la classe valide-feedback, donc on a display none dessus. Et si je l'affiche, vous voyez qu'on a ça comme résultat. C'est un peu plus sympa comme traitement pour les erreurs. Donc l'idée c'est de dire s'il y a une erreur, dans ce cas-là je vais aller chercher l'élément donc il y a la classe invalide. Hop, je vais cocher invalide feedback, je vais copier-coller. J'ai mis 2i, voilà, invalide feedback, et je vais dire que je veux que tu slide done, histoire d'avoir une petite animation pour le faire apparaître. Donc on recharge la page, ici j'appuie rechercher sans rien saisir dedans, donc ça me fait bien descendre mon petit message d'erreur. Ce que je voudrais, c'est également rajouter une classe autour du input, de façon à avoir un petit soulignement rouge autour. Donc ça, c'est pareil, c'est propre à Bootstrap, donc je vais rajouter donc, sur l'élément city. Donc je vais faire un add class, et j'ai rajouté la classe qui s'appelle isInvalid, je crois. IsInvalid. Donc si je recharge et que je clique, j'ai rien, hop, j'ai bien ce petit soulignement rouge qui se met autour de ma classe. Donc là maintenant, si je tape une ville qui est valide, si j'appuie sur envoyer, j'ai bien ma ville qui apparaît. Par contre, j'aimerais bien masquer ce message d'erreur, puisque là, ce coup-là, j'ai bien un résultat. Donc ici, on va faire le traitement. Si jamais
Donc il y a un élément qui ressort. Dans ce cas-là, je vais aller faire le traitement inverse de ce qu'on a fait tout à l'heure, à savoir sur l'élément city, je veux aller remove la classe is invalide. Et je veux masquer donc mon message d'erreur. Mon message d'erreur il est dans invalide feedback. Et donc je vais faire un slide up et non pas un slide down. De façon à replier le message, il y a bien un résultat. Donc ici, si je tape n'importe quoi, j'ai bien mon message d'erreur qui apparaît. Si je tape Paris, hop, j'ai mon message d'erreur qui disparaît, ainsi que mon soulignement. Il nous reste un dernier petite chose à traiter. Si je tape n'importe quoi, alors j'ai déjà un résultat. Je vois que j'ai mon message d'erreur qui s'affiche, mais j'ai mon résultat qui reste visible. Moi, j'aimerais bien, du coup, dans ce cas-là, que j'aille masquer donc, cet élément. Donc, pour le masquer, on va dire que si jamais il y a une erreur, je vais récupérer l'élément card et je vais, du coup, faire un petit hide pour le masquer. A l'inverse, ici, si jamais, du coup, j'ai besoin de l'afficher, je vais faire l'élément opposé, donc je vais reprendre l'élément card et je vais dire je veux que tu sois affiché. Donc pour ça je vais mettre un show. On va voir si ce cas est bien traité maintenant. Donc je tape Paris, j'ai bien un résultat, je tape n'importe quoi, j'appuie sur rechercher, j'ai bien mon élément qui a été masqué. Et si je retape Marseille, on n'a pas fait Marseille encore, j'envoie, j'ai bien la météo à Marseille qui arrive. Et là on va refaire un autre test avec Bayonne par exemple. J'ai bien la météo de Marseille qui a été remplacée par la météo de Bayonne. Donc voilà, je pense qu'on a pas mal fait le tour là-dessus. Donc on va voir un petit peu comment on pourrait essayer d'optimiser un petit peu notre code, hein, sans forcément aller dans l'Excel, mais voir un petit peu ce qui est répété, éviter de le répéter. Donc là, mon console.log, je n'en ai plus besoin. Si je descends ici, hop, on peut voir que le $city, je l'utilise à plusieurs endroits. Donc ici et ici. Donc on aura pu très bien faire une petite variable ici, var city, et qui donc sera égal à ça. Et du coup, on va pouvoir remplacer à chaque fois qu'on l'utilise par city. C'est pareil, ça me fait gagner un petit peu de mémoire. Donc ici, city, et on avait également ici. Notre petit console.error ne sert plus à grand chose puisqu'on a déjà affiché maintenant un message d'erreur plus clair. Donc ici, je vais retaper n'importe quoi. Voilà, donc là, il ne trouve pas. Et si je mets Bayonne, il trouve. Donc on voit que la modification que j'ai fait a bien fonctionné. Donc là, sur cette logique-là, vous pouvez faire la même chose sur le reste du code. Voilà, donc pour résumer, donc on a utilisé l'API OpenWeatherMap. Vous avez vu, la documentation est assez complète et plutôt bien faite. On a utilisé donc jQuery et notamment la méthode Ajax de jQuery pour aller exécuter la requête de l'API OpenWeatherMap. Et on a utilisé Bootstrap pour pouvoir faire un petit peu de design sans faire de CSS. Donc j'espère que j'ai été assez clair donc, sur cette vidéo. Si jamais ce n'est pas le cas ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire.